Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Au sommaire ce soir, quel lien entre la pandémie de Covid et l'activité humaine? La journaliste et essayiste Marie-Monique Robin signe La fabrique des pandémies. Avec un constat sans appel, l'activité humaine menace la santé planétaire. Elle est notre invitée. Une nouvelle marche pour le climat demain, alors que la France a déjà dépassé son quota annuel d'émissions de gaz à effet de serre. On en parle avec Léna Lazare de Youth for Climate. Et puis direction le Sénégal, où Justine Brabant, depuis Dakar, nous explique tout des émeutes qui ont embrasé le pays. Va-t-on ou non être reconfiné à l'heure où nous enregistrons? Nous ne le savons pas encore, malgré les infos qui fuitent, qui sont démenties, puis confirmées, puis démenties. Car il y a une constante pendant cette pandémie, c'est le flottement total de la communication gouvernementale et l'impression de naviguer à vue et d'être toujours un peu à la bourre, un peu comme si le gouvernement n'avait pas de conseils scientifiques pour l'orienter. Alors grâce à une tweetos du nom de Claire Mathieu, on a comparé les déclarations du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avec celles de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Et aux surprises, ils disent exactement la même chose, mais avec un énorme décalage. Sur les variants, par exemple. Seulement, avec les variants, la donne a changé. Delfraissy, 52 jours plus tôt. Les variants anglais, sud-africains, brésiliens, maintenant californiens, changent complètement la donne depuis 3 semaines. C'est presque une nouvelle épidémie qui a commencé. 52 jours plus tôt, toujours. C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie, ces variants. Et sur la saturation des services de réa, pareil, un train de retard. Et le niveau de saturation de services de réanimation dans un certain nombre de territoires est évidemment très préoccupant. Delfraissy l'avait dit 1 mois et demi plus tôt. Mais on voit un point de grande difficulté à la mi-marche. Alors l'autre sujet où la communication est plus que flottante, c'est sur la vaccination. Il y avait jusqu'alors ce doute sur le vaccin AstraZeneca. L'Agence européenne du médicament vient de rendre un avis pour dire que le vaccin est surefficace et qu'il est sans lien avec les cas de thrombose. On attend donc que la France prenne sa décision en fonction de cet avis de l'Agence européenne du médicament. Donc ça a l'air très simple quand on le dit comme ça, mais en fait, Célia, ça fait une semaine que c'est totalement le bazar. Exactement, parce qu'il y a encore une semaine, alors que d'autres pays commençaient déjà à suspendre ce vaccin, voilà ce que disait le ministre de la Santé. Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Pas lieu de suspendre le vaccin, mais 3 jours plus tard, le Premier ministre Jean Castex confirme sur Twitch. Si j'avais le moindre doute... Vous demanderiez la suspension? Absolument. Absolument, parce que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. À ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin. Pourtant, dès le lendemain, Emmanuel Macron prend la parole et, aux surprises à nouveau, il contredit ses ministres. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. Mais derrière cette communication flottante, il y a des médecins, en l'occurrence des médecins généralistes, qui vaccinent les Français avec l'AstraZeneca. Et pour eux, cette suspension est une énième galère. Avec Youmine Kezouf, nous sommes allés à la rencontre d'une de ces généralistes, direction Chanteloup-en-Brie, en Seine-et-Marne, où Kamanko y a son cabinet. Bonjour, bienvenue. Merci. Dès le début du mois de mars, elle a commencé à vacciner ses patients à l'AstraZeneca et assez rapidement, les difficultés se sont enchaînées. Ça a été un peu plus difficile quand en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas plus suffisamment en tout cas de flacons pour tous les médecins. Et donc il a fallu revoir en fait les créneaux qu'on avait ouverts, revoir les patients à qui on avait proposé un rendez-vous et qu'il faut soit annuler, soit décaler. Et puis là ces derniers jours c'est encore plus compliqué. Pourtant, le ministre de la Santé assurait qu'il n'y aurait pas d'annulation de rendez-vous. Quand vous dites que les vaccinations organisées par les médecins libéraux dans ce pays doivent être annulées pour la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite et sans aucune hésitation, c'est faux. Monsieur le sénateur, la totalité des doses de vaccins commandées par les médecins généralistes qui arrivent cette semaine, c'est-à-dire les 765 000 doses que les milliers de médecins ont commandées la semaine dernière, leur seront fournies à partir de jeudi et vendredi. Est-ce que vous avez pu récupérer vos flacons? Alors moi personnellement je n'ai pas pu récupérer mes flacons et j'ai récupéré les flacons du pharmacien.
Malgré la générosité du pharmacien, Kaman a dû annuler 10 rendez-vous sur les 30 prévus cette semaine. Et donc, tous les rendez-vous où j'ai mis en rendez-vous pris sont des rendez-vous que j'ai bloqués, annulés la semaine dernière, quand j'ai su que j'allais avoir un flacon de moins. Depuis 3 jours, autre problème, la suspension du vaccin qui l'a prise par surprise. Moi, j'étais en train de travailler et en fait, c'est un de mes patients qui me dit « Ah docteur, au fait, vous avez entendu, la France suspend le vaccin, il n'y en a plus. » Ah ouais, ok. Donc sur le coup, en fait, on dit qu'on ne sait pas. On dit merci de m'en informer, mais que du coup, vous en savez plus que moi. Comment vous le vivez, ça, d'être mis au courant après tout le monde? Alors après, parfois, je me dis... je me trouve un peu méprisée, en fait. C'est un mot qui est peut-être un peu fort, mais je pense que vu la succession des événements, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on m'en informe pas un petit peu en amont? Et depuis l'annonce du président, ce sont ces patients qui appellent pour annuler. Par exemple, ça c'est une annulation, ne veut plus être vacciné par AstraZeneca. La même chose pour son épouse, demande s'il peut avoir une attestation pour faire le vaccin par Pfizer, par exemple. Vous avez reçu quand même pas mal de messages pour annuler des rendez-vous depuis lundi. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5... il y en a au moins 5, 6. Parce qu'il y avait la plage du samedi aussi. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait un tiers sur ce qui était prévu de faire. Mais je pense que là, plus ça tarde, plus c'est flou, et plus les gens se posent des questions. Et c'est normal, en fait, qu'ils s'interrogent. Alors, on l'entend, le docteur Kamanko se sent mise de côté dans la gestion de la crise sanitaire. Et c'est le sentiment qui prévaut dans toute la profession, selon les syndicats de médecins généralistes. On a rencontré Johan Sénac du syndicat MG France. Il déplore une décision qui va encore compliquer la tâche des soignants. Là où ça nous embête un petit peu, si vous voulez, c'est que ça va de nouveau créer de la défiance vis-à-vis du vaccin. Il y aura un travail à faire de nouveau pour convaincre les patients de la nécessité de vacciner. Et donc représenter de nouveau aux patients la balance bénéfice-risque avec les nouvelles données qu'on va avoir. Ce que ce médecin regrette, c'est la campagne de communication du gouvernement contre les médecins. Le gouvernement a pointé du doigt les soignants sur une semaine. Il y a eu une séquence en 3-4 actes là, qui a été très difficilement vécue par la profession. Seul un soignant sur 3 est aujourd'hui vacciné. Ce n'est pas normal et cela compromet notre capacité à lutter effectivement et efficacement contre le virus. Je pense qu'on parle quand même de personnes qui travaillent depuis 1 an, qui se sont exposées depuis 1 an. Je pense qu'elles méritent un autre traitement que ça. Et que plutôt que d'admettre que les laboratoires ne jouent pas toujours le jeu, que les livraisons n'arrivent pas en temps, qu'ils ont une incapacité à avoir une vision, même à moyen terme, c'est plus simple d'orchestrer une campagne de communication qui vise à dénigrer ceux qui essaient de faire leur métier. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui ? Nous, ce qu'on demande, c'est de la transparence, d'avoir un petit peu plus de considération pour les gens de terrain, en les tenant informés de façon un peu privilégiée. Et la deuxième chose, c'est une explication de la vision stratégique. Je pense que c'est important qu'on sache, y compris quand la réponse est on n'a pas toutes les cartes en main et on ne peut pas se prononcer là-dessus. Les gens sont capables de comprendre qu'on est dans une pandémie, que ça suppose beaucoup d'incertitudes, mais simplement il faut le dire et l'expliquer. C'est sûr que reconnaître ses fautes, c'est un tout petit peu plus compliqué. Merci Célia. Tout de suite, notre invitée Marie-Monique Robin. On continue de parler pandémie avec elle. Bonsoir Marie-Monique Robin, installez-vous. Bienvenue sur le plateau d'Art l'air libre. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste, réalisatrice et vous avez publié début février La fabrique des pandémies, sous-titré « Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire ». Ce livre, vous l'avez commencé pendant le confinement, si mes infos sont bonnes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? En fait, ça a commencé fin janvier 2020. Je suis tombée sur un article d'un confrère que j'estime d'ailleurs, David Quammen, un papier dans le New York Times qui disait « We made the pandemic », c'est nous qui avons fait la pandémie. Nous, c'est les humains. Et je me suis dit, c'est quoi ça ? Et j'ai lu le papier, ça parlait de biodiversité, le rapport, la relation entre la biodiversité et la santé des pandémies. Et j'ai fait ce que j'adore faire, je tricote à la maison, je tire les pelotes. Et là, je me suis retrouvée embarquée, comme je l'ai fait à plusieurs reprises,
consulter des centaines d'études et puis à contacter des scientifiques. Et le premier d'entre eux, qui est associé à ce livre d'ailleurs, c'était Serge Morand, un chercheur du CNRS et du CIRAD. Qui préface votre livre. Voilà, qui préface le livre et qui travaille en Thaïlande, qui est ce qu'on appelle un écologue de la santé. Une nouvelle discipline, un peu chapeau. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans ce livre, c'est 62 scientifiques. Oui. Ils sont zoologues, virologues, épidémiologistes, sociologues, anthropologues, médecins, vétérinaires, mais ils ont en commun cette vision globale, holistique, et ils se revendiquent de ce qu'on appelle en anglais disease ecology, l'écologie de la santé. Et voilà comment je me suis retrouvée embarquée à faire d'abord ce livre, parce que d'habitude je fais un film, je fais un livre, et tout ça sort en même temps, mais là, pas possible de voyager. Et le film, vous êtes en train de le tourner. Voilà, j'essaye, parce que il y a un an, on pensait qu'en 2022, on pourrait circuler sans problème, c'est pas si simple. Voilà. Et j'ai découvert, parce que moi, la biodiversité, je me suis toujours intéressée, évidemment, depuis des années, mais je n'avais jamais réalisé à quel point nous dépendons de la biodiversité, évidemment, pour vivre, ça je le savais, mais qu'il y avait un lien très intime entre la destruction de la biodiversité et le risque pandémique. C'est ça, c'est que vous dites... La biodiversité, c'est essentiel de la protéger, pas juste parce que c'est joli, etc., parce que c'est la garantie de protéger notre santé à tous. Tout à fait. Alors, ce que disent ces 62 scientifiques, c'est que c'est tout à fait légitime de gérer à court terme, comme on le fait actuellement et comme vous l'avez montré tout de suite là, comme on peut, c'est-à-dire... bref, on ne va pas commenter davantage. Chercher un vaccin, ils ont des doutes sur le fait qu'on puisse faire un vaccin aussi vite, mais ça n'empêche pas qu'ils ne... Enfin, ils sont d'accord, il faut chercher un vaccin, un traitement. Mais si on ne fait que ça, eh bien, nous allons avoir d'autres pandémies et bien plus dangereuses que celle-ci, parce qu'ils rappellent tous que quand même cette pandémie, elle ne tue que... Alors, 0,1% des gens, c'est trop évidemment. Mais si vous pensez au virus Ebola, par exemple, en Afrique, dont on reparle actuellement, qui tue 60 à 80% des gens, oui, enfin, voilà. Et donc, il faut penser au moyen et long terme pour prévenir les prochaines pandémies, parce qu'ils sont persuadés qu'on est rentré dans ce qu'ils appellent une ère qui est une épidémie de pandémie. De pandémie, oui. Voilà. Et que si on ne prend pas ces mesures à moyen et long terme, eh bien, nous sommes aussi entrés, alors ça c'est moins rigolo quand même, dans une ère de confinement chronique. C'est-à-dire que ça, là, nous allons l'avoir tout le temps dans notre sac. On va déconfiner, reconfiner, enfin voilà. Alors justement, le très court terme, comme on l'a vu, c'est trouver un vaccin. Est-ce qu'on se confine, est-ce qu'on ne se confine pas? Est-ce que vous avez le sentiment que le politique prend la mesure de ce qu'il faut changer à moyen et long terme? Je rappelle qu'au début de cette pandémie, Emmanuel Macron promettait l'avènement d'un monde nouveau, que plus rien n'allait être comme avant. On en est très loin aujourd'hui. On en est très loin aujourd'hui parce que, justement, ce débat sur quelles sont les causes véritable. Qu'est-ce qui fait qu'un agent pathogène, qui est là depuis la nuit des temps, dans une chauve-souris, moi je suis tombée amoureuse des chauves-souris parce que les scientifiques, comme ils en parlent d'une manière, c'est un animal absolument magnifique, qui est dans une forêt, n'importe où, au Mexique ou en Asie, va sortir du bois et un jour devenir un risque pour nous. Eh bien là, c'est très clair. Je veux dire, c'est des centaines d'études, des milliers d'études, qui montrent que la principale cause de l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, c'est d'abord la déforestation. Parce que les pathogènes ne sont pas distribués n'importe comment sur cette planète. En fait, il y en a beaucoup là où il y a une grande biodiversité, donc c'est sous les tropiques. Il y a beaucoup d'animaux sauvages, y compris de plantes d'ailleurs. Alors quand on se dit ça, on dit là c'est simple, on va raser toutes les forêts et puis on va flinguer toutes les chauves-souris, tous les rongeurs et tous les primates, parce que ce sont les réservoirs principaux de ces agents pathogènes. Eh bien non. Ce que montrent ces scientifiques, et ça qui est très intéressant et très méconnu, c'est que c'est l'inverse qui se produit. C'est que quand on a un écosystème équilibré, où il y a une grande biodiversité, eh bien, le risque se maintient à bas bruit. Parce qu'il y a des prédateurs, par exemple, qui vont contrôler la population des rongeurs, qui peuvent porter certaines bactéries, etc. Et c'est quand on casse cet équilibre, donc c'est l'intrusion de l'homme, parce qu'il va faire une route, parce qu'il va faire des mines, parce qu'il va faire de l'élevage, des monocultures, c'est ça qui va faire qu'on s'expose à un nouveau risque. Après, vous ajoutez à ça l'élevage intensif et la globalisation, et vous avez donc tous les ingrédients pour avoir des pandémies multiples. Des épidémies de pandémie. Mais donc ça veut aussi dire qu'on peut éviter cette pandémie. Ou cette épidémie de pandémie. Ah oui, mais on peut même, non seulement ça, mais si vous lisez le livre, vous verrez des études incroyables qui ont prédit ce qui allait se passer à Wuhan. Ils ont dit là, il y a un énorme risque parce que les facteurs, notamment écologiques, sont réunis. En fait, ce qu'on crée par nos activités humaines, c'est ce qu'ils appellent des territoires d'émergence. Avec des facteurs écologiques qui sont liés à l'activité humaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, si on peut déterminer quels sont ces facteurs, ça veut dire qu'on peut prendre des mesures pour faire en sorte qu'ils n'agissent pas. Et là, il faut avoir un peu de volonté politique. C'est ça, parce que comment vous expliquez que ça soit si clair, si évident, vous le dites, des études par dizaines, par centaines, et que rien ne soit fait?
Eh bien, ou pas grand-chose? Parce qu'il faudrait revoir complètement le système économique global, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que finalement ça servirait aussi le climat, hein, voilà, parce que c'est les mêmes causes. Oui, mais c'est les mêmes causes. Ça veut dire quoi concrètement, hein? Ça veut dire par exemple qu'on ne signe pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur, comme vous savez, les pays de l'Amérique latine, qui prévoient notamment l'importation de bœuf d'Amazonie, parce que quand on fait ça, on déforeste. Donc quand on signe un accord comme ça, on contribue à la déforestation et donc au risque infectieux, au dérèglement climatique par la même occasion. Ou alors, on retire l'autorisation qu'on a donnée à Total d'importer de l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans vous savez, la raffinerie de Med dans les Bouches-du-Rhône, c'était une grosse histoire, et pour mettre ensuite dans les réservoirs. Voilà ce qu'on fait. Très concrètement, c'est simple. Ah oui, on n'importe plus de soja transgénique d'Argentine, c'est un sujet que je connais bien, n'est-ce pas, pour nourrir les poules, les vaches et les cochons des élevages intensifs bretons. Parce que quand on fait ça, et moi je l'ai vu en Argentine, au Paraguay, on déforeste et on contribue au risque infectieux. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, et je pense que, de manière générale, de toute façon, moi j'ai découvert aussi à quel point la biodiversité était une cause méconnue, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, bon, on trouve, c'est triste, hein, les oiseaux disparaissent, le panda... C'est souvent présenté sous cet angle. Voilà. Effectivement, les animaux en voie de disparition, etc. Voilà. Ça, et on se dit... une cause louable, bien sûr. Bien sûr, c'est une espèce de supplément d'âme, comme je dis, de bobo écolo à vélo. Enfin, ils sont, voilà. Mais non, vous verrez dans mon livre comment aussi on découvre que non seulement il y a un problème quand on déforeste les dernières grandes forêts primaires, mais qu'aussi il y a un problème avec la biodiversité. Quand, dans nos villes, par exemple, nos enfants ne sont plus exposés à la biodiversité. On découvre que leur microbiote est affaibli, qu'ils ont un système immunitaire qui est donc aussi affaibli, et que du coup, ils sont plus sujets à avoir des excès inflammatoires, et on fait le lien avec la Covid-19, en fait. Et on comprend que ceux qui sont à risque aujourd'hui avec ce virus, eh bien, sont ceux qui ont du diabète, on le sait, qui ont des maladies chroniques et qui sont liés à un déséquilibre du microbiote qui est lui-même provoqué par une absence de biodiversité, parce que pour que nos enfants aient des bons systèmes immunitaires, il faut qu'ils se frottent aux microbes, ce qu'on appelle les vieux amis, en anglais old friends, les parasites, il faut qu'ils traînent par terre, il faut qu'ils aillent dans des fermes, il faut qu'ils respirent du foin, enfin, etc. Et donc c'est marrant parce que finalement, on n'a jamais vu la biodiversité sous cet angle-là. Ça veut dire que sans biodiversité, nous ne pouvons pas vivre. Et non seulement ça, nous allons tous en crever. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pas très optimiste tout ça. Si. Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Alors, dites-nous. Parce que quand vous voyez le reportage qui venait de passer, c'est flippant. On voit bien que personne n'y comprend rien, c'est n'importe quoi. Et comment nos concitoyens vont réagir à ça? Un coup c'est oui, un coup c'est non, le masque c'est oui, le masque c'est non, le vaccin pourquoi pas, demain non, aujourd'hui oui. Enfin, quand vous expliquez à des gens, je le fais beaucoup depuis que le livre est sorti, que les causes, elles sont identifiées. Ça remet de la cohérence dans ce grand bordel général, non? Vous ne trouvez pas? Si, c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Et ça veut dire que si on connaît les causes, eh bien maintenant, il va falloir qu'on bouge nos politiques pour qu'ils prennent les bonnes mesures pour qu'on évite les prochaines pandémies et qu'on sorte de ça, de cette ère de confinement chronique dans laquelle nous avons basculé depuis quelque temps. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Enfin, moi, je trouve. Parce que voilà, ça donne une perspective et ça donne des raisons d'agir, et on sait pourquoi, et on sait comment on va pouvoir s'en sortir, à condition que les politiques prennent les bonnes mesures. Alors, bouger les politiques, c'est aussi en étant activiste. Demain, dans une trentaine de villes en France, mais un peu partout dans le monde également, on marchera pour le climat. Tout ça est lié. En France, celle qui est à l'origine de l'organisation de cette marche s'appelle Léna Lazare. On l'accueille sur le plateau d'À l'Air Libre. Bonsoir Léna Lazare, vous avez 23 ans et vous êtes membre de Youth for Climate. Demain, vous marcherez à Paris. La première marche que vous avez organisée, c'était il y a 2 ans, en février 2019. Diriez-vous qu'en 2 ans, la réponse politique a été la bonne? C'est vrai que c'est assez déprimant de notre côté parce qu'il y a une mobilisation exceptionnelle, donc pas que de la part des jeunes, mais de la part de la population française en général en 2019. On a remis au goût du jour la désobéissance civile, on est monté en radicalité et en fait, face à ça, on n'a aucune réponse en fait. Enfin, aucune réponse à la hauteur. En tout cas, c'est vrai que là, il y a la loi climat qui est en train d'être débattue en commission parlementaire. Et cette loi climat, pour nous, c'est juste une nouvelle couche de peinture verte sur l'inaction du gouvernement. C'est du greenwashing en fait. Mais malheureusement, cette fois, ça peut donner l'idée qu'on fait quelque chose en fait. Donc c'est vrai que c'est assez dangereux. Plus dangereux que de ne pas faire de loi en fait. C'est vrai que quand on a cette loi-là qui permet seulement de réduire 21% des gaz à effet de serre, alors qu'en Europe, en fait, on s'est fixé même au niveau de l'Union européenne, moins 55% par rapport aux émissions de 90 en 2030.
enfin, voilà, on se rend bien compte en fait qu'il y a un écart énorme. Et comme tu le disais, en plus, comme on te le disait en coulisses, voilà, il n'y a pas que le climat, en fait. C'est pas qu'une question de réduction des gaz à effet de serre. D'ailleurs, on a dépassé notre consommation annuelle de gaz à effet de serre hier. Hein. Donc ça veut dire qu'on en dépensera, si on continue à ce rythme, 5 fois plus que ce qu'on a l'autorisation de dépenser, ou d'émettre. Donc c'est ça. Bon, ça suffit une fois qu'on l'a dit. En un mot chacune, comment vous qualifiez le bilan du gouvernement en matière d'environnement ? Marie-Monique Robin. Moi, je suis très déçue. De toute façon, là-dessus, on est d'accord. Hein. Je pense qu'on n'a toujours pas compris l'enjeu, quoi. L'enjeu, il est énorme, quoi. Et c'est des petits pas, et puis vraiment des tout petits pas, alors qu'on a vraiment... Et des pas en arrière, parce que les néonicotinoïdes, très récemment, ont été à nouveau autorisés. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, je pense que ce gouvernement n'a toujours pas pris la mesure de l'enjeu écologique, qui n'est pas que simplement, encore une fois, un supplément d'âme pour les bobos à vélo, là. Que c'est une question de survie de l'humanité. Hein. Enfin, franchement. Et moi, j'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Hein. Et j'en suis d'autant plus convaincue que, comme je le disais, ces deux causes sont liées. C'est-à-dire que ce sont les mêmes raisons qui provoquent le dérèglement climatique que celles qui provoquent l'effondrement de la biodiversité, sans laquelle nous ne pouvons vivre. Non seulement ça, mais en plus, quand on la détruit, eh bien, on augmente le risque de pandémie. Donc, si on était un homme politique avisé, ou une femme d'ailleurs, politique avisée, eh bien, on prendrait des mesures et c'est du gagnant-gagnant, win-win en anglais on dit, c'est-à-dire ça serait bon pour le climat, ça serait bon pour la biodiversité, ça serait bon pour la santé. Donc il va falloir un moment qu'on se réveille. Mais moins pour les multinationales, c'est peut-être ça le problème. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Dans un an, il y a la présidentielle. Est-ce que ce sera votre premier vote pour une présidentielle à votre âge ou pas ? Ah non, alors moi je fais partie des gens qui avaient 18 ans. Vous aviez déjà 18 ans, donc c'est la deuxième fois. Est-ce que vous irez voter ? Oula, grande question. Ouais. C'est vrai que la Youth for Climate, on réfléchit quand même au présidentiel, alors que c'est vrai que les élections, d'habitude, les échéances électorales, on disait, bon, on sait très bien que la politique institutionnelle va pas nous permettre de résoudre... Voilà, vous faites de la politique autrement. Mais là, en fait, on se dit que si on a Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, en fait, un duel Macron-Le Pen. Si on a un duel Macron-Le Pen au second tour, la répression en fait, qu'on va avoir au niveau des mouvements militants avec avec un président issu de ce second tour, en fait, c'est juste pas possible. On en a marre de lutter juste en réaction aux choses horribles qui se passent au niveau du gouvernement. Donc là, en fait, on aimerait pousser pour une union de la gauche, en tout cas en 2022. On commence à s'intéresser à ces échéances-là, quoi, pour une raison d'efficacité stratégique. Oui, impossible de détourner le regard, en fait. C'est ça. Pour appeler à cette marche, vous avez écrit une tribune dans Libération. Nous n'en pouvons plus, nous suffoquons depuis des mois, nous sombrons dans la précarité et notre santé mentale se détériore. Car c'est l'autre aspect de cette pandémie et tout ça est lié, c'est son aspect social. Et d'ailleurs, quand vous militez, la question écologique n'est jamais dissociée de la question sociale. C'est quoi votre réalité à vous, Léna Lazare, mais aussi celle de votre génération depuis un an ? Depuis un an, c'est vrai que voilà, il y a des choses qui s'ajoutent déjà à l'angoisse qu'on avait, qui nous a poussé à sortir dans la rue en 2019. Déjà, quand on est conscient en fait de l'état de notre planète, c'est assez désastreux. Nous, on fait très bien le lien avec, en effet, aussi l'état social de notre monde. Donc là, en fait, voir que, être en cours en visio. Avoir aucune relation sociale, forcément, ça génère de l'anxiété. Moi, la première, et encore, je pense que, voilà, j'ai été touchée, mais je suis pas la plus sévèrement touchée. J'ai jamais dû aller à une distribution alimentaire. Et on voit aussi donc l'effet de la pandémie sur nos proches. Typiquement, là, la veille de ma rentrée, j'étais en train d'aider ma tante à faire les cartons, parce que sa petite boutique à Dunkerque a fait faillite et qu'il y a très peu d'aide du gouvernement au final. Donc il y a tout ça qui s'additionne et c'est compliqué en fait de ne pas vriller totalement. Donc c'est vrai que c'est avec cette rage-là qu'on va dans la rue demain, quoi. Marie-Monique Robin, vous travaillez sur les questions liées à l'environnement depuis des dizaines d'années. À travers vos travaux, d'une certaine manière, vous donnez l'alerte dans votre position de journaliste. Que dites-vous à cette génération qui va devoir faire avec cette planète abîmée par ses aînés ? Moi, ce que j'espère, c'est que vous arriviez vite aux affaires. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, je voudrais quand même aussi vous dire qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir, qu'il faut absolument militer politiquement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois... Moi, je connais plein de jeunes, parce que je circule beaucoup avec mes films, depuis des années, et mes livres, qui développent des initiatives vraiment super, qui montrent déjà qu'on peut faire autrement, et qui vont d'ailleurs beaucoup mieux quand ils font ça, parce qu'ils abandonnent des bacs+5, je sais pas quoi, j'en connais plein.
Mais attention, on replie sur soi, parce que parfois c'est tellement dur qu'on a envie de, vous voyez, dans son petit cocon avec ses potes, dans son éco-village, et c'est super, parce qu'il faut montrer qu'on peut faire autrement. Mais on a besoin de changer d'échelle, donc il faut absolument investir le politique. Et moi, j'entends ce que tu dis. Moi aussi, je milite pour une candidature unique qui soit une alternative, évidemment, à ce que tu viens de dire. Et j'espère aussi que ceux qui portent ces valeurs que nous avons, où l'écologie a un rôle important, n'est-ce pas, eh bien, ils vont être capables de sortir de leur entrisme à eux. C'est-à-dire, je suis un peu inquiète parce que je vois pour la région Île-de-France, par exemple, on a 3 candidats que je connais bien. Il y a des femmes là-dedans, d'ailleurs. Enfin bref. Et je dis, qu'est-ce que vous foutez là, chacune dans votre coin? Et qu'il faut qu'on arrive vraiment à construire un projet alternatif en avalant les égos des uns et des autres pour qu'on puisse gagner, quoi. Alors, je vous demande un message pour Emmanuel Macron ou plutôt un message pour la gauche? En tout cas, Emmanuel Macron, peut-être que du coup, je vais passer le message. On avait déjà été reçus à l'Élysée en 2019. On était partis au bout de 10 minutes parce que c'était juste vraiment pas possible. Donc je pense qu'il est au courant de ce qu'on pense. Mais la gauche, c'est clair, unissez-vous. En fait, on sait très bien qu'il n'y a aucune candidature qui est capable de gagner toute seule. Et je dis pas qu'en fait cette candidature commune, elle va tout changer. Enfin, malheureusement, je suis assez pessimiste sur l'impact que peut avoir la politique institutionnelle. Mais là, je pense que il faut jouer stratégique là-dessus, quoi. Stratégique. Merci Léna Lazare de Youth for Climate. Demain, vous marchez pour le climat. Merci Marie-Monique Robin. Votre livre, je le montre à nouveau, La Fabrique. Le voici, La Fabrique des pandémies. C'est à la découverte et c'est dans toutes les bonnes librairies. Merci à toutes les deux. On part au Sénégal. Déjà 11 morts au Sénégal selon Amnesty International dans les émeutes qui ont secoué le pays depuis l'arrestation début mars de l'opposant politique Ousmane Sonko. Une arrestation sur fond d'accusation de viol. Pour comprendre ce soulèvement, notre journaliste Justine Brabant est à Dakar. Sur place, elle a rencontré des Sénégalaises et des Sénégalais de quartiers populaires, là où les émeutes se sont principalement tenues. Ils et elles expliquent qu'il s'agissait surtout de défendre Ousmane Sonko, mais aussi de protester contre la politique du président Macky Sall et en particulier sa politique économique accusée de favoriser surtout des intérêts étrangers. Voici son reportage. Je me suis rendue à la Médina, un quartier populaire de Dakar, où les affrontements avec les forces de l'ordre avaient été particulièrement violents il y a 15 jours. Alors aujourd'hui, bien sûr, les pneus brûlés, les barricades de fortune et les pierres lancées sur les forces de l'ordre ont disparu, ont été nettoyées. Mais le quartier gardera quand même une trace de ces journées d'émeutes. Une fresque, une immense fresque, un graffiti réalisé sur le mur du stade Iba Mar Diop, le stade du quartier, par un graffeur sénégalais qui se fait appeler Docta. C'est un vétéran du graphe sénégalais qui grave depuis 30 ans. Sur ce mur, on retrouve un des mots d'ordre des émeutes, Free Sénégal, la liste des personnes tuées par les forces de l'ordre durant ces manifestations. Amnesty International en décompte une dizaine pour le moment. Et le visage que Docta a graffé sur la gauche, c'est celui de Mamadou Dia, un ancien Premier ministre sénégalais, figure héros de l'anti-impérialisme, puisque dans les années 60, il s'était battu pour que le Sénégal s'émancipe de la tutelle de l'ancien colon français. Alors j'ai demandé à Docta pourquoi il avait participé aux manifestations et surtout pourquoi il avait voulu les immortaliser à travers ce graphe. Sur cette fresque, on dit non. On dit non, on va continuer à dire non. Mais le Sénégal ne va jamais se pencher pour qui que ce soit. On restera toujours debout et on va rester éternel. Et gardons nos valeurs, d'où pour laquelle on se casse la tête. Parce que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit politique, on a eu des acquis. Et on regarde ces acquis. Avec le Covid, avec tout ce qui se passe, on était compressés. Les gens, il y avait beaucoup de frustration que les Sénégalais avaient contenu. Je pense que la situation-là a déclenché des choses, que les gens se sont lâchés. C'est un ras-le-bol du pays entier. C'est un ras-le-bol. À un moment, on a l'impression qu'on nous oublie, nous, le peuple. Le Sénégal qu'on connaît, s'il y a des problèmes, on en parle, on discute. Et ça n'empêche pas de manifester. On a toujours manifesté quand ça ne va pas. Pour faire ce qu'ils ont en face de nous, ce régime, on n'est pas d'accord. Le régime précédent, on n'est pas d'accord. Abdou Diouf, Senghor, on n'est pas d'accord. Et les acquis s'empilent de petit à petit, on ne va pas les perdre d'un seul coup. Le Sénégal restera toujours debout. Ce ras-le-bol et ces frustrations évoquées par Docta, ce sont pour beaucoup des frustrations liées à la politique économique de Macky Sall. C'est également ce que me dit Fadel Barro, qui est un militant sénégalais qui avait cofondé en 2011 un collectif qui s'appelle Y'en a marre, qui est un collectif très influent dans la vie politique sénégalaise, qui milite notamment pour plus de justice sociale. Fadel Barro, comme son collectif Y'en a marre, ont aussi participé aux manifestations il y a 2 semaines. Écoutez-le. Nous avons parlé il y a eu 10 morts, mais avant cela, on a parlé de
de 500 morts en 2020 et début 2021 de jeunes qui sont morts dans la mer en essayant d'atteindre l'Europe avec l'immigration clandestine dans les pirogues de fortune. Mais tout ça, y compris le contexte de couvre-feu, le contexte de Covid, qui a accéléré tout ce processus-là, qui fait que les Sénégalais, à un moment, se sont exprimés pour arrêter Macky Sall. Ce qui s'est passé, c'est le rejet de la politique de Macky Sall et de son idéologie du développement, qui est beaucoup plus axée sur des investissements qui ne bénéficient qu'aux multinationales, telles que le TER, telles que les Auchan, etc., etc., alors que les populations qui continuent de trinquer tous les jours sans voir de débouchés. Jamais les Sénégalais ne sont sentis aussi pauvres au moment où ils ont la perception que leur pays est aussi riche, parce qu'on nous parle du pétrole et on nous parle du gaz. Et c'est ça que les gens ont voulu mettre à terre, pour au moins savoir sur quel pied ils vont danser pour l'avenir. Il fallait déboucher et décloisonner l'avenir, et j'espère que Macky Sall a compris le message. Alors ce décalage entre une politique économique jugée plutôt favorable à des intérêts étrangers et le quotidien de nombre de Sénégalais des classes populaires, on le ressent notamment quand on se rend dans le quartier de Yoff, qui se trouve au nord de Dakar, qui est un quartier côtier habité par nombre de pêcheurs. Je me suis rendue sur la plage d'où partent et reviennent les pirogues qui vont pêcher en mer, et le poisson se fait rare, expliquent les pêcheurs, les marieurs et les plongeurs. La faute, explique-t-il, aux gros bateaux venus de l'étranger qui concurrencent les embarcations artisanales. Écoutez Afidienne, qui est marieuse sur la plage de Yoff. On nous a dit qu'il y avait des bateaux qui est à l'extérieur, qui prend tout produit qui est là, elle l'amène. Après, nous, on ne voit rien. Mais pour donner notre famille ça, pour donner notre famille, on ne voit rien. Et ça fait combien de temps que c'est difficile? Ça fait 6 mois. 6 mois, je constate 6 mois. Rien ne va pas. Alors l'octroi de licences de pêche à ces bateaux étrangers a été dénoncé notamment par l'ONG Greenpeace, qui parle, je cite, de pillage des ressources halieutiques du Sénégal. Et une des conséquences de ce pillage, c'est que de plus en plus de jeunes Sénégalais, notamment des pêcheurs, cherchent à prendre la mer, non pas pour aller pêcher, mais pour tenter de se rendre en Europe, en Espagne en fait, via les Canaries. J'ai rencontré, toujours sur la plage de Yoff, un pêcheur qui s'appelle Daouda Diambag et qui raconte comment il a vu nombre de ses amis partir. Tous les pêcheurs sont partis. Pour les pêcheurs, il y a tous les âges. Il y a des gens qui ont 52 ans, il y a 27 ans, il y a 15 ans. Même, tu vois une femme avec son bébé. Il y a des gens qui ont vu trop de morts, ils ont des dépressions. Il y a tout. Ce n'est pas seulement les hommes. Il y a les femmes et tout. Il y a des gens qui vont amener leur bébé et tout. De 2 ans ou 3 ans. Mais ça, c'est grave. Mais c'est tout avec l'hiver, là, avec la mer, non, il y a trop de risques. Justine Brabant, l'envoyée spéciale de Mediapart à Dakar, vous pouvez aussi lire ses reportages sur la crise politique au Sénégal. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Merci de nous suivre chaque soir. Merci à la rédaction et à l'équipe technique qui fait que chaque jour, cette émission existe. Elle existe aussi grâce à ses abonnés. Mediapart ne vit que grâce à vous. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Au programme ce week-end, samedi, le documentaire sur les traces de la Commune de Paris de Mehdi Lalaoui. Et puis dimanche, dans la série Le capitalisme en crise, entretien avec l'économiste Benjamin Birnbauer par Romaric Godin et Fabien Escalona. Lundi, vous retrouvez Mathieu Magnodex. Bon week-end, salut.